j'aurais une première question préliminaire qui est un peu sur l'histoire du transport à la voile. Le transport à la voile, c'était l'usage pendant un certain temps, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autres Oui, moyens de faire. Et puis, ça a été très vite, enfin, dès qu'on a pu, en tout cas, mettre des moteurs sur les bateaux, on a tout de suite remplacé les voiles par les moteurs pour un gain de temps. Et finalement, et aujourd'hui, on voit que ça peut revenir à la mode pour des questions environnementales. Est-ce que ça a vraiment cessé en fait entre les deux le transport à la voile ou est-ce qu'il y a toujours eu des personnes qui ont transporté à la voile même depuis que les moteurs sont largement répandus? je pense qu'effectivement, ça n'a jamais complètement arrêté et pour plein de bonnes raisons. Parce que si on parle avec des marins, c'est aussi le plaisir de naviguer qu'on ne retrouve pas forcément quand on est avec un moteur. En tout cas, c'est différent. Et puis après, dans plein d'usages, c'est vrai qu'au quotidien, parfois le moteur n'est pas forcément mieux. Après, il est certain qu'avec le commerce international aujourd'hui, pour plein de raisons logistiques, financières, on s'est orienté vers des solutions qui sont plus motorisées, on va dire, et plus polluantes, hélas. Donc aujourd'hui, il y a un peu une prise de conscience. On se pose les questions de comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc on sent qu'il y a un vrai mouvement au-delà de nous, au-delà de Grain Sail, sur la question justement du transport de marchandises vélique, donc propulsé à la voile. Et donc nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet. On va être parmi les premiers, si ce n'est le premier, à concrétiser ce projet. Il y en a plein d'autres qui sont en ébullition, qui se préparent et qui sont à différents stades d'avancement. En tout cas, nous, on se réjouit de faire partie de cette nouvelle vague. Et on a une approche qui nous est propre, qui correspond peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, on est là pour montrer que c'est possible. Alors justement, cette approche, donc vous êtes artisan à la base en fait, artisan C'est ça. chocolatier et torréfacteur. Grain de sel, effectivement, à l'origine, on fait du café et on fait des chocolats. Ça, c'est un peu notre métier de base, mais le concept de l'entreprise a été basé sur le transport à la voile. Et donc ça a été vraiment la volonté depuis le départ. Et le projet de café et de chocolat s'est greffé par-dessus parce qu'en réfléchissant, les fondateurs ont pensé à un produit ou des produits qui devaient provenir de loin et qui avait une certaine valeur ajoutée pour justifier cette méthode de transport, ce moyen de transport qui, effectivement, par rapport aux alternatives existantes, représente un petit surcoût. Donc, il fallait un produit un petit peu plaisir où les gens seraient prêts à payer un petit plus pour ces produits-là finis. Donc, évidemment, le café, le chocolat, ce sont des produits plaisir, des produits un peu gourmets, sur lesquels un petit surcoût, nous, on l'estime à peu près à 10 centimes par tablette de chocolat, par exemple, est tout à fait absorbable par le consommateur qui voit un intérêt au-delà du goût. Évidemment, ça vient de loin, donc d'Amérique latine, et donc le transport à la voile se justifiait. Et donc, on a construit l'entreprise d'abord avec les cafés et ensuite avec les chocolats sur la promesse de pouvoir concrétiser en fait un voilier cargo à part entière pour Grain de Sel, pour pouvoir s'approvisionner en matières premières. Donc aujourd'hui, cette promesse se concrétise, c'est super. On a mis quelques années à réussir à le faire parce que effectivement, faut pas le nier, il y a un coût à la construction d'un voilier comme ça. Et donc, il fallait pérenniser et stabiliser l'entreprise financièrement afin de pouvoir après enclencher les investissements nécessaires pour la construction du navire. Mhm. Mais alors, allons-y, tu nous parles du coup d'économie, donc voilà, du coût de ce chocolat et de ce café. On pourrait se dire aujourd'hui comment c'est possible que ce soit rentable une telle solution au vu du temps passé à faire les traversées. Du coup, il faut bien payer les marins, les matelots qui transportent, la fabrication du bateau, comme tu disais, et puis les quantités transportées quoi, par rapport au bateau. J'imagine que les quantités restent relativement limitées, tu vas nous en parler. Mais comment ça peut être rentable juste en augmentant le prix d'une tablette de chocolat de 10 centimes? D'abord parce qu'on en produit 2 millions par an. Quand même, Donc quand même. 10 centimes fois 2 millions, ça commence à représenter un petit chiffre. Et puis en fait, ça se rajoute pas à un coût existant puisqu'on remplace en fait le coût actuel qui est celui de transport, on va dire conventionnel,
Donc, là où on gagne de l'argent, puisqu'on utilise nos propres moyens de transport, évidemment, ce coût est plus élevé, mais on s'y retrouve et on a fait le calcul et ça représente à peu près 10 centimes par tablette. Donc, on l'a intégré depuis le début dans nos prix des tablettes, ce qui nous permettait de financer justement le navire. Et maintenant que le navire va sortir, ce petit surcoût de 10 centimes permettra en fait d'amortiser et de rentabiliser les coûts opérationnels justement à la gestion du navire, à la maintenance, au salaire des marins, etc. D'accord, ok. Et donc, les tablettes en elles-mêmes, si on prend le chocolat par exemple, parce que je voyais sur votre site que vous dites que vous faites du chocolat et du café haut de gamme. Est-ce que c'est des tarifs accessibles? C'est quoi le haut de gamme pour vous? Alors, le haut de gamme, ça passe surtout par la qualité. Donc, on a un chocolat qui est haut de gamme, puisqu'il est travaillé, on fait nous-mêmes la couverture de chocolat, c'est-à-dire la recette, on travaille le chocolat dans sa matière brute, donc un 100% cacao, qu'après on va transformer avec nos équipements. Donc ce sont des concheuses, on a des maîtres chocolatiers, on crée nos bases de chocolat et après on finit le chocolat avec les différentes inclusions, que ce soit du lait, des noisettes, etc. Il y a plein de recettes qu'on va mettre au point. Et donc on contrôle vraiment l'ensemble de la production du café et du chocolat. Et ça nous permet de proposer avant tout des produits qui sont bons, qui sont un peu raffinés. On ne fait pas ça au détriment du prix. On a eu depuis le début la volonté de pouvoir proposer des prix qui étaient accessibles au plus grand nombre et un peu sous la théorie ou sur le principe de dire que les produits bio et les produits bons ne devraient pas être accessibles à seulement une partie de la population. Donc, on a des tablettes qui sont on va dire, de haut de gamme sur la qualité, mais pas haut de gamme en termes de prix, puisqu'on reste en dessous de 3 € la tablette de 100 grammes, ce qui est 50 centimes à 1 € de plus qu'une tablette normale de grand chocolatier que l'on connaît. Donc, c'est certes un petit peu plus, mais ça reste accessible quand même à un grand nombre de personnes et on n'a pas souhaité faire des tablettes qui seraient hors de prix. C'est aussi pour ça d'ailleurs, et parfois on nous le reproche, mais c'est aussi pour ça qu'on est distribué en grande surface dans les hypermarchés, dans les supermarchés, ce qui permet d'avoir un certain volume et justement de continuer à maintenir des prix relativement accessibles. Et on travaille aussi avec des réseaux spécialisés, et heureusement, parce que ces réseaux sont un peu à l'affût, en avance par rapport au reste du marché, donc ils tirent tout le monde vers le haut. Mais on n'a pas une stratégie qui est spécifique à ces réseaux spécialisés qui ont en plus tendance à avoir une population ou une clientèle qui est un petit peu plus huppée. Et donc là aussi, nous, on souhaitait élargir au maximum. On a dans les valeurs fondamentales de Grain de Sel, évidemment la qualité et le goût, l'aventure, et la partie développement durable. Et le développement durable, c'est symbolisé évidemment par le navire, mais ça va bien au-delà. Il y a une dimension sociétale à notre projet, puisqu'on travaille avec des ESAT, donc des travailleurs handicapés pour l'insertion dans le monde du travail de ces personnes-là. On a aussi la volonté de pouvoir proposer des prix justement accessibles au plus grand nombre. Donc, voilà, c'est un peu un tout. On est loin d'être parfait. On continue à s'améliorer tous les jours. On se pose les bonnes questions. On essaye d'aller dans le bon sens. Et évidemment, aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on a aussi rencontré un succès de nos produits sur le marché, ce qui nous permet justement de pouvoir faire les investissements nécessaires pour continuer à construire et à tendre vers un idéal qui nous paraît plus juste, plus judicieux et plus vertueux. Mais ouais, alors hein, des tablettes de chocolat qui sont à la fois haut de gamme, assez accessibles quand même en termes de prix, et en plus vertueuses environnementalement. Enfin, ça peut que marcher quoi. A priori aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Comment ça se fait que ça se développe pas plus? Mais vous, voilà, vous êtes en pleine croissance du coup là. Je confirme, on est en pleine croissance, donc ça veut dire que les Français, de manière générale, ont compris qu'on pouvait faire les choses différemment, qu'on n'était pas obligé d'accepter un peu le status quo et qu'il y a des entreprises qui tentent de faire les choses différemment, un peu casser les codes. Donc nous, on s'inscrit dans ça. Aujourd'hui, très honnêtement, cette année, on va faire plus 50%
par rapport à l'année dernière. Ok. Et on est limité en termes de capacité de production. Donc en fait, c'est ça la limite aujourd'hui à la croissance de grains de sel. On est en train de construire une nouvelle chocolaterie qui nous permettra de doubler, quasiment tripler notre capacité de production. Aujourd'hui, on est distribué en Bretagne, puisqu'on est basé à Morlaix dans le Finistère. Et un peu dans les pays de la Loire et un peu en Normandie, on a plus de 650 magasins, points de vente. Mais c'est vrai que pour envisager une distribution géographique plus étendue, il faut qu'on puisse avoir les outils de production. Pour aller plus loin sur une expansion territoriale, dirons-nous, en dehors d'un certain périmètre qui nous convient un peu historiquement parce qu'il y a plein d'affinités entre les régions qui sont limitrophes des nôtres. Faire tout ce travail sur le navire n'a pas de sens si après, sur Terre, on fait des milliers et des centaines de kilomètres en camion. Ouais. Donc, on a la volonté aussi de dupliquer la chocolaterie et la torréfaction dans d'autres endroits, alors le long des côtes, mais qui nous permettrait de nous rapprocher au maximum des zones d'intérêt en termes de marché. Donc, on est déjà en train de préparer une nouvelle chocolaterie, une deuxième chocolaterie à Dunkerque, puisqu'il y aura toutes les installations portuaires pour pouvoir arriver avec nos navires. Et ça nous permet d'apporter nos produits sur le nord de la France et en région parisienne en limitant les distances parcourues sur terre en camion. Donc ça, c'est effectivement une volonté de notre part. Et à terme, on aura plusieurs chocolateries qui nous permettront justement de nous rapprocher au maximum de nos consommateurs partout en France. Super. Mais donc, moi, je suis surpris. Donc, du coup, c'est pas c'est pas le bateau qui vous limite finalement, c'est l'outil de production, quoi. Donc, ça veut dire que c'est pas si compliqué que ça de faire du transport à la voile. Alors, il y a les deux, il y a les deux parce que en fait, on fait un peu la course à la production, dans le sens où on essaye de dimensionner nos bateaux par rapport à notre capacité d'investissement et à nos besoins en production. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas s'aventurer à faire des navires qui feraient 100 mètres de long si on va les remplir au un tiers ou un quart. Ça n'a pas de sens. Donc, on a aussi voulu dimensionner un navire qui était faisable économiquement et qui correspondait aux besoins de production. Donc, aujourd'hui, on a un premier voilier cargo qui sort, qui a une capacité de cale d'environ 35 à 40 tonnes, ce qui nous permet de ramener donc 2 fois par an, puisqu'on fera 2 transatlantiques, quasiment 70 tonnes de cacao brut, qu'on peut après transformer et qui correspondrait à, une fois transformé, à peu près 200 tonnes de chocolat fini. Et avec 200 tonnes de chocolat fini, on fait le calcul, 100 grammes la tablette, ça représente à peu près les 2 millions de tablettes que l'on produit actuellement. Sauf que l'entreprise continue à grandir. Donc, déjà, dès 2021, on ne pourra pas être à 100%, hélas, de nos produits transportés à la voile, puisque là, c'est effectivement la limite de la capacité de transport du navire. Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir très rapidement enclencher sur un deuxième voilier cargo. Lui, du coup, sera plus gros et aura plus de capacité de charge, puisque l'entreprise sera aussi plus robuste financièrement et que notre production, enfin nos besoins en production seront aussi plus grands. Donc c'est là où on pourra justifier du coup un deuxième navire plus gros. Donc c'est un peu la course à la production de chocolat et à la course de production de navires. Donc on essaye d'équilibrer les deux et surtout de pérenniser aussi l'entreprise financièrement et pas faire n'importe quoi, s'aventurer dans des investissements qui pourraient justement plomber l'entreprise. Donc on y va par étapes, intelligemment, et ce qui veut dire que d'ici quelques années, on devrait être à 100% de nos produits transportés à la voile. Aujourd'hui, on sera sûrement à 80%. D'accord, ok. Oui, donc vous êtes obligé de voir un peu sur le long terme parce que forcément, construire un bateau, ça prend du temps, c'est un investissement qui est lourd, j'imagine. Et donc, vous voyez sur le long terme déjà sur le deuxième bateau, alors que le premier bateau, là, donc ça y est, il est fini, c'est ça? Il va partir bientôt pour son premier voyage?
le premier voilier cargo grain de sel est quasiment fini. Son baptême est prévu le 9 octobre à Saint-Malo, qui va être son port d'attache. On aurait adoré avoir le navire à Morlaix, mais il n'y a pas suffisamment de tirants d'eau. Donc, on est un petit peu déçu par ça, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Donc, Saint-Malo était le port le plus adapté pour nous et relativement proche également pour le transport des marchandises après. Le grand départ pour New York, puisqu'on va d'abord à New York avant de descendre en République dominicaine, est prévu pour le 12 octobre. Et on va charger des vins bio, biodynamiques et nature français en représentant l'ensemble du vignoble français. À peu près 15-16 000 bouteilles qu'on va amener à New York, qu'on va décharger et vendre sur place pour ne pas voyager à vide et puis pour faire un projet encore un peu marrant, un peu fou et se frotter un peu à la ville mythique de New York et que tout ce que ça peut représenter. Les petits Bretons qui arrivent avec leur voilier plein de vin, c'est assez marrant. Et puis après, on descend en République dominicaine et on va chercher nos matières premières, donc principalement du cacao et un peu de café qu'on ramènera ensuite pour transformer chez nous en Bretagne. Alors, c'est sûr que c'est marrant. J'imagine qu'il y a des raisons économiques aussi à ça, au fait du coup, de transporter des denrées à l'aller pour pas voyager à vide, comme tu disais. Ouais. C'est ça, donc on a aussi voulu trouver un moyen de rentabiliser au maximum les voyages. Et voyager à vide, ça n'a aucun sens. Donc on a trouvé comme option le vin, qui représente bien un peu la gastronomie française. C'est aussi un produit plaisir qui correspond un petit peu à la philosophie de Grain de Sel sur des bons produits, des produits qualitatifs. Et ce qui est génial, c'est qu'on a donc on a sélectionné les vignerons avec qui on travaille. Et ce sont des vignerons qui, pour certains, nous ont dit « je n'aurais pas exporté sans vous parce que la façon dont je travaille mes vignes ne correspond pas à un transport derrière carboné. » Encore une belle plus-value du coup en plus à leur vin du coup. Exactement, donc il y a vraiment une synergie philosophique, on va dire, entre les vignerons avec qui on travaille et puis notre projet à nous. Et en plus, on entend souvent des vignerons, une sorte de parallèle entre les marins et leur travail de vigneron, où on est dépendant des éléments, on contrôle ce qu'on peut contrôler, mais au final, ce sont les éléments qui dictent comment les choses vont réellement se passer et on doit s'adapter à notre élément. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de clin d'œil entre les vignerons avec qui on travaille et nos marins qui vont transporter leurs bouteilles vers New York. Très bien. Et je reviens parce que tout à l'heure, tu avais posé la question sur le deuxième navire, donc j'ai oublié de répondre à ça. Donc aujourd'hui, on a un navire qui sort du chantier. On s'en réjouit, c'est super. C'est 2 ans de travail acharné pour réussir à mettre au point ce navire. Mais on a conscience que c'est aussi un premier essai. Donc il faut réussir rapidement à enchaîner sur un deuxième navire qui sera conçu complètement différemment. Donc, on a aussi appris de nos erreurs avec ce premier navire pour voir comment on pouvait faire mieux. Ça fait partie de ce processus d'apprentissage. Et donc là, on démarre dès le mois d'octobre sur la conception d'un deuxième navire. On va réunir des experts, nos experts également, pour concevoir, dessiner ce prochain navire qui, dans tous les cas, sera plus gros, puisqu'on a comme objectif de pouvoir transporter 200 à 250 tonnes de matières premières par rapport à 35 tonnes aujourd'hui avec le navire. Donc, on va vraiment voir plus gros cette fois, ce qui se justifie par rapport à la croissance de l'entreprise et aux besoins qu'on aura. Et aussi maintenant par rapport à l'expérience que l'on a d'avoir construit ce premier. Donc on peut envisager quelque chose de plus gros de manière assez sereine, voilà, fort des expériences qu'on a déjà acquises. Et au passage, notre capitaine et notre personnel navigant de manière générale, ainsi que l'équipe de direction qui a évidemment suivi tout le projet de conception et de construction, nous mettons à disposition pour partager, justement faire des retours d'expérience pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui aimeraient en apprendre plus.
c'est aussi comme ça que ça fonctionne. On n'est pas les seuls à le faire et on n'a pas toutes les réponses. Donc, si on met toutes nos têtes ensemble, on devrait pouvoir réussir. Donc, nous, on a une approche et on est très heureux de pouvoir la partager avec les autres et que nos erreurs, nos expériences puissent servir à l'ensemble de l'industrie qui va vers du transport plus vertueux. Ok. Tu disais 35 tonnes. À quoi ça ressemble le bateau là, qu'on puisse se représenter un petit peu, voilà, quelle taille il fait, combien de voiles il a, voilà, juste qu'on puisse, peut-être qu'on diffusera des images qu'on pourra Je diffuser. t'en enverrai, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais Donc, est-ce que tu c'est peux le voilier grain de sail, le voilier cargo grain de sail est une goélette, donc un bateau de type goélette avec deux mâts. Deux mâts avec donc des mâts de 25 mètres, avec quasiment 500 mètres carrés de voile. Le bateau mesure 22 mètres hors tout, 26 si on inclut la delphinière et certains équipements. C'est un navire qui pèse 35 tonnes à peu près à vide et qui peut transporter le même poids en charge. Le navire est conçu d'abord pour assurer la sécurité du personnel navigant et des marchandises. Donc, on ne fait pas ça n'importe comment. On doit respecter les normes de marine marchande et les normes de plaisance, de transport de plaisance. Donc, on a dû trouver des équilibres, faire des choix pour réussir à concevoir un bateau qui est vraiment ultra sécurisé et très facile à manœuvrer et à manipuler pour les marins, puisque en théorie, c'est un navire qui pourrait être piloté par une seule personne. Au niveau des manipulations, des manœuvres, on s'est inspiré pas mal de la course au large. Là où, notamment les courses solitaires, où le marin doit savoir et pouvoir manœuvrer tout seul. Donc évidemment, on n'aura pas une seule personne sur le navire, ça n'a aucun sens. On aura 4 marins, mais le navire a vraiment été conçu pour avoir de la redondance au niveau de la sécurité, donc permettre qu'il y ait, si jamais quelque chose casse, si jamais il y a un problème, qu'on puisse avoir d'autres systèmes qui prennent le relais et qui soient justement aussi fiables et pilotables dans les meilleures conditions possibles. Donc, on a un nombre de paramètres de sécurité qui ont été pris en charge dans la conception de ce navire, justement pour aller jusqu'au bout dans la sécurité. Ouais, mais c'est pas évident parce que vous êtes à la fois de la plaisance et de la marine marchande, comme tu disais. Donc, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui correspond à votre activité ou... Non, en fait, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de cadre juridique. Il y a le cadre juridique pour le transport de passagers donc en plaisance et il y a un cadre juridique pour le transport de marchandises donc de manière conventionnelle. Et donc, nous, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on transporte de la marchandise, mais à la voile. Donc, ça veut dire qu'on doit en fait se conformer aux deux, ce qui n'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de réflexions avec notamment les affaires maritimes et les bureaux de validation sur comment interpréter les différents textes qui existent aujourd'hui. À terme, on s'attend à ce qu'il y ait des textes qui soient rédigés justement pour prendre en compte les spécificités du transport à la voile. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ça nous a d'ailleurs posé plusieurs problèmes à différents niveaux. Et parfois, on a dû voir certaines choses sur le navire, ce qui nous a évidemment engendré parfois des surcoûts et un peu de perte de temps. Mais voilà, c'est comme ça. Et quand on est un peu pionnier, quand on est parmi les premiers à faire quelque chose, ça fait partie du jeu aussi de pouvoir un peu établir les règles pour les autres. Donc on réfléchit, on a vraiment travaillé main dans la main avec les affaires maritimes et pour aussi faire valoir certains choix qu'on faisait. Qu'ils ont accepté, qu'ils ont su entendre, et puis parfois aussi devoir se plier à certaines des contraintes qui nous imposaient, qui nous semblaient parfois pas forcément nécessaires, mais voilà, c'est aussi leur rôle. Donc
c'est un travail qui sera sûrement simplifié à l'avenir, qui a été assez fastidieux pour la première, là, pour nous. Mais aujourd'hui, on est très confiant, en tout cas, dans la qualité du navire. Et donc, nos marins vont partir au large complètement sereins, en sachant qu'il y a un bateau qui les ramènera à bon port, eux et les marchandises. Et donc, effectivement, vous avez essuyé les plâtres, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ça n'a pas toujours été évident. Parfois, on se tirait un peu les cheveux. Mais voilà, c'est un travail qui est nécessaire. Et nous, on l'a fait à notre échelle. D'autres le feront aussi. Et à terme, comme je disais, des textes seront rédigés. Et on y verra beaucoup plus clair. Et la feuille de route sera plus facile à lire pour tout le monde. Ouais, donc j'imagine, donc, enfin, tout ça, ça fait partie ça fait partie de l'aventure, du coup, j'imagine aussi. Et tu disais tout à l'heure dans les valeurs, du coup, de Grain de Sail, donc la qualité des produits, évidemment, et l'aventure qui est arrivée assez vite, tu l'as dit très rapidement, donc j'ai l'impression que c'est assez présent dans l'initiative et que ça se matérialise facilement pour les 4 marins qui partent. Comment ça se matérialise pour le reste aussi de l'équipe et vous êtes combien dans le Grain de Sail qu'on puisse se Ouais. représenter aussi? Aucun des fondateurs n'est artisan chocolatier à la base. Aucun des fondateurs n'est torréfacteur de café. Ils sont issus en fait du monde des énergies renouvelables et notamment de l'éolien. Donc ils sont convaincus de la capacité du vent à produire quelque chose qu'on peut utiliser de manière intelligente, que ce soit pour de l'électricité ou pour de la propulsion. Par contre, c'est vrai que l'aventure se concrétise aussi d'un point de vue, on va dire, un peu audace de faire quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils connaissaient le monde du vent, mais ils ne connaissaient pas du tout le monde de la fabrication de chocolat et de la torréfaction de café. Donc, c'est vrai que ça caractérise un petit peu l'entreprise de manière générale. C'est-à-dire qu'on ne s'impose aucune limite. On est capable d'apprendre, on se donne les moyens de réussir, on réfléchit, on se pose des bonnes questions, on s'entoure des bonnes personnes. Aujourd'hui, Grain de Sel, c'est une trentaine de personnes en direct, en propre, salariés de l'entreprise, et une grosse vingtaine de travailleurs handicapés en partenariat avec les ESAT, justement pour l'insertion au travail des personnes qui souffrent de troubles mentaux ou de handicap physique. Ça représente quand même 50 personnes, donc c'est du concret, quoi. C'est pas C'est du anecdotique. concret, Pas c'est du anecdotique, concret quoi. et non, c'est du concret. Voilà, quand on gère une cinquantaine de personnes et qu'on continue à croître d'année en année, il faut s'organiser, il faut aussi prendre la mesure de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les enjeux nous dépassent. Il y a des vies qui en dépendent. Il y a des salaires qui en dépendent. Il y a des familles qui en dépendent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'être complètement timbré non plus. Donc, l'aventure, certes, mais intelligente. Donc, on ne sait pas toujours exactement où on va atterrir, on ne sait pas exactement combien de temps on va mettre, mais on réfléchit, on prend le temps de bien faire les choses. Et donc, la construction d'un navire comme ça, c'était 2 ans. Ça a pris 2 ans alors qu'on avait prévu 1 an. Ça a coûté presque 2 millions alors qu'on avait estimé plutôt 1,5 million à l'origine. Donc c'est ça aussi l'aventure, de s'entourer de gens. C'est avant tout une aventure humaine, très honnêtement. C'est une aventure d'entreprise, une aventure maritime et évidemment une aventure écologique et sociale. Et donc sur l'aventure du voyage, alors comment ça se passe? Combien de temps le bateau il va partir? Ça met combien de temps de traverser l'Atlantique? Et après de faire aussi New York, République dominicaine. Euh, donc voilà, ça va se faire 2 fois dans l'année si j'ai bien compris. Et donc ça représente quoi, quelques semaines, quelques mois? Comme dirait le capitaine, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Donc ça, c'est effectivement le côté un peu aléatoire du transport à la voile. On est dépendant des éléments et il y aura des choix de navigation, de routes de navigation qui seront faits en temps réel par rapport à ce qui se présente une fois qu'ils seront sur l'eau. Donc, cela dit,
on a quand même une bonne idée. Ce sont des traversées qui se font régulièrement. Donc, on estime à peu près à 3 à 4 semaines la traversée pour New York. Si les conditions sont correctes, si les conditions sont un peu moins bonnes, ça peut aller jusqu'à 5 semaines. Après, on passera une grosse semaine à New York pour décharger et puis aussi un peu montrer le bateau, créer un peu l'enthousiasme sur place, partager notre histoire. Donc, rendre un petit peu à disposition le navire pour les personnes à New York. Après, on descend en République dominicaine. C'est la traversée qui est la plus courte en termes de distance, mais qui est aussi la plus compliquée à naviguer. Donc, notamment quand on se rapproche des Bahamas, de toute cette partie-là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il n'y a pas forcément de vent dominant pour longer la côte est des États-Unis. Donc, même si la distance est plus courte, ça sera sûrement autour de 2 à 3 semaines. Si tout se passe bien, ça peut être un peu moins de 2 semaines. Si c'est un petit peu plus compliqué, ça sera plutôt 3 semaines. Pareil, on restera quelques temps en République dominicaine. Le temps de charger, le temps aussi d'aller rencontrer nos partenaires sur place, les agriculteurs qui fabriquent, qui produisent les chocolats, les cafés. Et après, le temps de revenir. Au retour, c'est pareil, à peu près 3 à 4 semaines. Donc, la boucle totale durera, on estime, à peu près 3 mois. C'est quasiment un mois par étape. D'accord, Donc, donc ça fait 3 mois, 2 fois dans l'année, donc 6 mois. Et donc c'est les six ça. mois, les 6 mois qui restent, qu'est-ce que le bateau il reste à quai, vous le préparez ou vous avez d'autres activités aussi prévues? Alors, il y aura sûrement un peu de temps à quai. Il y aura des choses de prévues. Donc, on commence à réfléchir à ça. On aimerait faire la tournée de différents ports de France et peut-être même en dehors de la France. Il y a toujours des événements maritimes qui ont lieu, notamment durant l'été, différents endroits de France. Donc, on aimerait aussi participer à ces événements-là. Et puis, on se pose aussi la question de pouvoir aller chercher des matières premières secondaires, donc des huiles, des arachides, des choses comme ça qu'on utilise pour le café, pour le chocolat. Et là, il y a peut-être d'endroits assez proches, peut-être en Europe ou dans le bassin méditerranéen, où on pourrait aller faire des choses aussi peut-être relativement rapidement. Pendant que notre équipe qui fera la traversée atlantique se reposera, puisque les marins, quand ils partent 3 mois en mer, ils ont aussi le droit à 3 mois sur terre après. Donc, Ouais. on a une deuxième équipe qui prendra le relais pour un peu bottage, les événements, et puis peut-être un peu de transport de marchandises depuis l'Europe ou certains points assez proches où ça peut se justifier au niveau temps et au niveau coût. Ok, ici on est à Rouen là, pour les virées alternatives. Donc il y a l'Armada tous les 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, ça change tout le temps. Est-ce qu'on vous y voit à la prochaine? Eh bien, c'est ce qu'on peut espérer, oui. Oui, oui, Ouais. typiquement, ça fera partie de ces événements qu'on aimerait effectivement pouvoir intégrer, où on aimerait pouvoir montrer à des gens qui sont déjà convaincus du transport à la voile, qui sont des marins dans l'âme, même si voilà, c'est pas pour tout le monde, même si c'est pas encore parfait, ça fait partie du jeu de pouvoir montrer que c'est possible. Complètement, ouais, c'est ça que montre votre initiative et puis que c'est un peu plus qu'anecdotique, quoi. Ça prend de l'ampleur et ça marche et vous continuez à vous développer. Est-ce que vous envisagez de travailler éventuellement avec d'autres produits? Je ne sais pas, de ramener du sucre, du rhum, on pourrait imaginer tout un tas de choses. On se ferme aucune porte. Quand on fait du transport à la voile, c'est vrai qu'on peut imaginer mettre plein de choses dedans. Nos besoins premiers sont évidemment sur le cacao et le café. Donc, on va prioriser ça et à l'avenir, on se ferme aucune porte. On envisage tout à fait pouvoir transporter d'autres produits, mais ça sera dans un futur un petit peu plus lointain. Parce qu'on n'y est pas encore et heureusement pour nous, j'ai envie de dire, nos besoins en production sont assez conséquents. Donc, faisons ce travail-là bien d'abord et puis on pourra envisager d'autres choses après. Très bien. Tu parlais également en troisième valeur de la dimension sociétale de votre projet.
comment ça prend forme aussi, quelle est un peu votre position. Je ne sais pas, est-ce que vous donnez aussi un rôle de sensibilisation sur ces sujets-là? C'est pas évident d'aborder ces questions-là de transport maritime. Aujourd'hui, 90% du transport de marchandises dans le monde est assuré par des cargos qui polluent énormément. Il faut le dire, très dépendant de ces modes de transport-là. Est-ce que, est-ce qu'on peut imaginer demain remplacer ce transport-là par le transport à la voile? Est-ce que c'est complètement utopique? Euh, voilà, j'imagine que ça ouvre à des réflexions beaucoup plus larges que ça, quoi. C'est sûr. On- Quand on démarre quelque chose, quand on est pionnier, on a aussi un devoir de transmission. Donc il faut ouvrir la voie et puis après expliquer aux autres comment ils peuvent le faire, soit exactement dans le même sillage ou alors à leur propre manière. Donc on échange avec différents acteurs de l'industrie qui vont vers du transport vélique, vers des options de transport plus vertueuses, plus vertes. On travaille aussi avec des écoles qui forment les marins pour leur expliquer notre projet. À terme, on aimerait pouvoir aussi inviter des marins à venir se former sur nos navires. Donc, ça fait partie de ce travail-là, effectivement. Est-ce que le transport à la voile remplacera le transport conventionnel? À terme, peut-être. Aujourd'hui, pour plein de raisons, non. Mais on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de faire des choses, bousculer un petit peu les manières traditionnelles de fonctionner. Et on ne peut que les encourager. Grain de Sel a fait le choix de s'intégrer verticalement, c'est-à-dire qu'on transporte pour nos propres besoins. Avant tout, c'est le transport de nos matières premières que l'on utilise pour produire nos chocolats et nos cafés. Donc, il y a besoin aussi de la multiplicité de différentes options de transport avec des voiliers cargo qui seront beaucoup plus gros, qui feront du transport vraiment pour autrui, de la logistique à part entière, et peut-être d'autres types de solutions également auxquelles on ne réfléchit pas encore. Et la voile est sûrement une des options, ce n'est pas la seule option pour un transport maritime plus vert, plus vertueux. Donc, il y a aussi des considérations nouvelles et il y en a qui se posent aussi des questions, qui sont en train d'innover pour apporter d'autres solutions, pas juste la voile. Et donc, ce sera encore une fois un peu la combinaison de tout ce travail, de toutes ces réflexions. Et plus il y a un intérêt, plus la bascule économique fait que ça devient rentable et accessible, plus on peut imaginer justement remplacer les cargos traditionnels. Très bien. Bon, on connaît les urgences écologiques qui nous poussent à agir et qui nous incitent à aller dans ce sens-là. On sait aussi que bah, pour ce genre de transport, c'est quand même difficile de trouver du carburant plus efficace que du fuel, quoi, parce que ça se stocke bien, ça marche très bien, ça va vite, ça permet d'aller vite en tout cas. Est-ce qu'il faut envisager du coup un avenir où on consomme moins, où peut-être on transporte moins de choses et est-ce qu'on irait du coup, est-ce qu'on privilégierait des produits de qualité comme vous le faites ou est-ce que c'est complètement utopique de transport, ouais, d'imaginer transformer ce transport polluant en transport non polluant sans changer notre façon de consommer? Alors, le changement de comportement est évident et il se joue pas juste à titre individuel, c'est aussi au niveau des entreprises et au niveau étatique aussi. Donc, il y a plein de choix que l'on peut faire tous à différentes échelles pour justement réussir à réduire nos émissions carbone. Ça, c'est sûr. Grain de Sel a un postulat de départ qui est assez contradictoire d'une certaine manière, parce qu'on a voulu proposer des produits sans justement induire un changement de comportement. C'est-à-dire qu'on veut encourager les Français à continuer à prendre plaisir avec des bons chocolats et avec des bons cafés. Par contre, de le faire de manière plus raisonnée à travers le transport à la voile. Donc, c'est vrai qu'on peut effectivement encourager le changement de comportement, mais à un moment donné, on a aussi
des besoins, des habitudes, des plaisirs à prendre dans la vie. Et se priver entièrement de tout n'est pas réaliste. Donc, c'est là où des façons de faire différentes vont réussir justement à non pas révolutionner la façon dont on vit, mais à continuer à vivre mieux, tout en je me suis un peu emmêlé les pinceaux même. Non, ça va, on comprend. Enfin, en plus, il y a la police qui passe. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que on veut réussir, à travers le transport à la voile, d'aller chercher des produits qui viennent de loin, qu'on a l'habitude de consommer au quotidien, et qui pour autant peuvent être faits de manière, on va dire, intelligente, qui peuvent être consommés sans se sentir coupable. Parce que c'est ça aussi qui est important. La vie est faite pour vivre, pour être vécue. Donc, si on se prive de tout, à un moment donné, ça n'a pas forcément de sens. Est-ce qu'on peut néanmoins faire mieux? Oui. Donc, nous, on a cherché à faire mieux et on encourage évidemment les autres et nos consommateurs aussi de prendre un peu la mesure des choix qu'on fait au quotidien et de tendre vers le meilleur. Bien sûr, donc ça mérite d'essaimer, effectivement, ce genre d'initiative. Tu disais qu'il y a d'autres initiatives. Vous êtes un peu tous en train de, enfin tous, je ne sais pas combien vous êtes justement, mais en train d'émerger, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise établie depuis longtemps en France qui fait ce genre de transport. C'est vraiment nouveau, là. Aujourd'hui, un voilier cargo, on va dire moderne, comme nous on a conçu, à notre connaissance, il n'y en a pas. Donc il y a plein de projets, mais il n'y en a pas qui existent. Il y a eu des tentatives par le passé, je crois, dans les années 70, 80, mais aucune n'a réussi à vraiment prendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un réel engouement. Il y a plein d'entreprises qui se penchent sur la question, qui ont différentes approches qui devraient faire que tous ensemble, on devrait pouvoir réussir à instaurer de manière durable le transport à la voile et le transport de manière générale, le rendre réellement, l'instaurer comme une option viable. Donc ça, c'est très important. Il faut effectivement s'aimer, il faut encourager. Et si on était les seuls, je pense que ça serait un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé il y a 30-40 ans où certains ont tenté et ça n'a pas pris. Donc quand on est un petit peu tout seul, quand on est trop en avance, quand on est trop tout seul, en fait, ça devient une idée farfelue. Quand on est plusieurs à réfléchir à la même question, là, ça a du sens. Et on peut opérer une sorte de bascule et trouver un moyen qui pérennise en fait l'approche. Donc c'est vrai qu'être tout seul dans notre coin, c'est pas intéressant et il faut encourager les autres et on est content de voir qu'il y a un engouement, qu'il y a d'autres options qui existent, qu'il y a des options qui existent pour rendre le transport conventionnel plus vert, donc avec des voiles qui se mettent sur des cargos traditionnels, donc sans forcément construire des voiliers cargo à part entière. Donc ça va dans le bon sens. Il y a des projets pour construire des vrais voiliers cargo de 150 mètres, 200 mètres, qui auraient des capacités de chargement absolument phénoménales. Ça, c'est génial aussi. Ça va prendre un peu de temps pour que tout ça se concrétise. Donc nous, à notre petite échelle, on le fait. Et voilà, c'est une fierté de pouvoir le faire. C'est un peu effrayant parfois. On se demande si ça va réellement marcher. Donc pour l'instant, on touche du bois, tout va dans le bon sens. Mais il y a une part d'inconnu. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir réduire cette part d'inconnu pour les autres et montrer que c'est vraiment faisable et que c'est viable. Est-ce que vous cherchez du soutien par ailleurs auprès des pouvoirs publics, par exemple, pour vous aider à vous développer la filière aussi, vous faire connaître, etc. On a évidemment reçu des soutiens. Les pouvoirs publics encouragent ce type d'initiative. L'ADEME, par exemple, nous a vraiment soutenus. Et
et effectivement, ce sont des projets qui nécessitent des investissements assez colossaux. Nous, on a réussi à le faire, mais j'ai envie de dire, on est peut-être l'exception. Donc, il faut réussir à avoir des fonds publics pour un peu amorcer tous ces projets-là et qu'il y ait des investisseurs également qui voient un réel intérêt et non pas à but philanthropique, mais aussi à but économique. C'est comme ça que les investisseurs fonctionnent. Donc, c'est vraiment une convergence de tous ces éléments-là qui feront que ces projets pourront réellement démarrer, donc se concrétiser, et après s'instaurer dans la durée. Donc, nous, on le fait et c'est assez exceptionnel encore aujourd'hui, mais on espère que ça deviendra la norme. Et heureusement, il y a plein de soutiens qui permettent d'envisager de faire ce type de projet. Et au niveau des citoyens eux-mêmes, est-ce qu'il y a une communauté qui s'est un peu fédérée autour de ce projet-là? Oui, clairement. Alors aujourd'hui, on a une visibilité restreinte puisqu'on est présent que sur une partie de la France, l'Ouest. Mais évidemment, en plus, on est breton et les Bretons sont un peu marins dans l'âme. Donc, il est certain que nos produits, d'un point de vue consommation, on fait des adeptes parce qu'on a vraiment des bons produits. Et le concept avec le transport à la voile a aussi fait qu'on a reçu des soutiens de personnes qui ne seraient peut-être pas forcément fans de chocolat en particulier. Et maintenant, avec la dimension des vins également, on intègre les vignerons et les amateurs de vin. Donc, voilà, on parle aussi à des gens qui sont, on va dire, poussés vers l'aventure, vers les voyages. On parle à des gens qui se posent des questions sur comment faire mieux. On parle à des marins, on parle à des vignerons. Donc, on réunit en fait plein de profils de personnes. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on va réussir à construire notre entreprise et puis à fédérer justement les gens autour de ce concept. Et nous, on a fait le choix de travailler avec du chocolat et des cafés, mais on peut imaginer plein d'autres choses. Donc, il y a la place pour plein de personnes, pour plein d'entreprises pour réfléchir à d'autres façons de le faire. Très bien. Bah, écoute, je crois qu'on a déjà fait un bon petit tour. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Comment on fait pour vous suivre si on veut, je sais pas, est-ce qu'on peut venir à votre départ, assister au départ du bateau ou au moins vous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors encore pour 2 semaines jusqu'à la fin du mois de septembre, le navire va être à Lorient. On va faire bientôt les essais en mer avec l'inspection des affaires maritimes. Donc, le premier départ de Lorient jusqu'à Saint-Malo va avoir lieu. Donc, on communiquera les dates de ça une fois que ce sera défini. Et après, le voilier cargo va partir de Saint-Malo pour New York le 12 octobre. Donc là, on invite évidemment tous ceux qui veulent venir. Et il sera avant ça, déjà la semaine d'avant, à partir de début octobre, à Saint-Malo, dans le port. Et donc, vous pourrez aussi venir le voir. Sinon, évidemment, sur les réseaux sociaux, on essaye de communiquer, de partager notre histoire. Donc, suivez Grain de Sail sur Instagram ou sur Facebook pour voir un peu ce qui se passe, découvrir notre entreprise, découvrir notre voilier cargo et pourquoi pas aussi découvrir nos produits. Super. Ok. Bah écoute, j'espère que la première traversée va bien se passer. Nous aussi. Ça, c'est maintenant l'enjeu, hein, c'est de réussir à traverser. On a fait le plus dur d'une certaine manière, avoir le bateau, etc. Mais en fait, c'est que le début. Une fois qu'on aura fait une boucle, une fois qu'on aura ramené les matières premières, une fois que nos marins seront revenus à bon port et qu'ils auront démontré que ce navire fonctionne et que tout se passe bien, là, on sera rassuré. Pour l'instant, c'est encore la peur au ventre, même si tout a été réfléchi, tout a été conçu pour que ça fonctionne. Il y a évidemment une part d'inquiétude qui est légitime. On est sur des projets assez exceptionnels. Donc, on sera content quand le navire sera revenu à Morlaix et à Saint-Malo. Donc là, on est le 30 novembre. Donc le bateau est parti, ça y est, il est en mer, c'est ça?
Il est en mer. Tiens, je vais en direct aller voir où ils sont. Allez. Il y a un site pour les Parce que suivre, il y a un truc. ouais, c'est sur notre site, sur le site Grain de Sel, on peut suivre le tracé du Ah, voyage. On a en fait une appli intégrée dans le site sur la page. Ça s'appelle DoLink et on a les données. Ouais, c'est quasi instantané. La dernière relève, c'est de 13h56 et il est 16h. Donc ça va, c'est pas. ah oui, ça va. Ouais, ouais. Et puis là, ils sont. Donc normalement, hier, ils avaient passé. Ouais, ils ont passé les Açores, voilà, ils ont passé la dorsale, ils ont passé les Açores, et puis là, ça avance correctement, bien. Ils n'ont pas eu pour l'instant de gros pépins, même s'il y a eu, comme c'est souvent le cas, des petits dysfonctionnements ici et là. Il y a des petits. C'est une première, hein, et puis là, Ouais, il est vraiment testé. Il y a eu, en plus, ils ont eu des conditions certains jours assez compliquées. ouais. Euh, Et donc, forcément, quand on est sur l'eau, voilà, même les choses qui sont les mieux prévues peuvent être amenées à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc, voilà, pour l'instant, il y a pas de souci. Ils nous ont fait une petite frayeur un jour en nous disant voilà, les bouchons des champagnes, ils ont tous pété. Puis en fait, c'était une blague. Nous, on a bien paniqué. En tout cas, voilà, le bateau navigue bien, les 4 marins sont encore à bord, les vins sont encore intacts. A priori, tout va bien. Et puis, les petits pépins de voyage qui peuvent être un peu attendus. Eh bien, pour l'instant, c'est rien de bloquant. Hmm. Donc, ils font cap vers New York et puis voilà. Donc, ils devraient arriver dans les temps qu'on s'était dit, à peu près 4 semaines. Là, ils sont partis depuis. Dans 2 jours, ça fera 2 semaines. Donc, ils sont Ouais. à peu près à la moitié du chemin, là, quasiment. Donc, ça se présente comme on avait imaginé, avec un mix de conditions, parfois des gros grains, des gros vents, et puis parfois un peu plus calme aussi. Voilà, c'est ça la nature du transport à la voile. Donc, forcément, on est dépendant des conditions. Mais voilà, ils naviguent bien, et ils ont fait la moitié de l'océan déjà, donc les choses se présentent bien, et quand on les a, quand on les voit, ils ont la pêche. On a la chance, et ça c'est fou, hein, on a des systèmes de communication, donc on a WhatsApp à bord. Donc que les messages, ils ont pas les photos ou les vidéos, mais on arrive à communiquer, donc on échange quasiment quotidiennement avec eux. Et puis, ils nous envoient une fois par semaine une vidéo. Donc, on a un caméraman, un médiaman matelot qui est à bord. Et lui, il a tout le système pour pouvoir monter des vidéos. Donc, il filme. On a des GoPro un peu partout sur le bateau. Ils ont des caméras. Et donc, il monte une vidéo toutes les semaines, et on fait ça un peu sous forme d'épisode. Donc là, moi, je viens de recevoir ce matin la deuxième vidéo. Et puis voilà, c'est génial quoi, de pouvoir voir ça pour nous qui sommes les terriens, euh, de pouvoir partager un petit peu. Et c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça donne une toute autre dimension et une ampleur à ce projet qui reste quand même un petit peu abstrait pour beaucoup d'entre nous, même si on arrive un petit peu à s'imaginer quand on voit les images. On a l'impression d'être à bord avec eux. Et c'est vrai que ça a toujours été un peu l'objectif de l'entreprise. Et maintenant, on y est. Donc, on est vraiment enfin dans du concret. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, maintenant, il y a plein d'autres problématiques qui se Ouais. posent, bien évidemment. Et là, on a fait la moitié de la première partie de la traversée, parce qu'après, il faut quand même, après New York, descendre dans les Caraïbes et puis après revenir. Donc, on sera complètement heureux et satisfait et serein quand ils seront revenus en France, qu'on aura le cacao et que voilà, on aura vraiment éprouvé la fiabilité de notre navire. Donc ça, voilà, on est optimistiquement, on va dire, serein, mais il y a encore une part d'incertitude, ce qui caractérise un petit peu le principe même de l'aventure dans laquelle on s'est embarqué. Donc voilà, enfin bon, mais oui, c'est vraiment, c'est génial, quoi. On est super content, bien évidemment.
Ah oui, évidemment, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas de part d'incertitude. Tu as raison, c'est ça qui fait l'aventure. Ça, On en c'est ferait une, certain. quoi. Ouais. Bon, mais ouais, c'est cool, quoi. C'est pas une entreprise comme les autres, ça c'est sûr. On voit ça. Et écoute, non, ce que tu racontes, ça me fait une bonne transition pour ma première question. Donc, du coup, je te rappelle le principe, c'est on a projeté l'interview qu'on avait faite ensemble courant septembre, on l'a projeté pendant le festival, donc le 20 septembre. Il y avait du public présent et donc on a échangé un peu après la projection de la vidéo. Ça a interpellé, ça a intéressé pas mal les personnes qui étaient là. Et donc, il y a quelques questionnements qui sont apparus, que j'ai regroupés un peu dans 3 questions. Et donc, je te livre la première, mais donc qui est dans la continuité de ce que tu racontais, c'est-à-dire que là, il y a un premier trajet qui est en route donc pour aller à New York déposer du vin, et ensuite le bateau ira dans les Antilles chercher du cacao et le ramènera en France, si je ne me trompe pas. Et C'est ça. une des questions qui était peut-être venant d'un puriste ou d'un jusque-boutiste qui se demandait si c'était possible d'optimiser à 100% tous les trajets du bateau. C'est-à-dire, imaginez que par exemple, entre New York et les Antilles, il y ait aussi un transport de marchandises. Et puis que si le bateau est amené hors saison à faire des petits trajets en France, et ben, qu'il puisse aussi servir à faire du transport de marchandises. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé, eu envie de faire, explorer un petit peu comme idée? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est une question qui est très pertinente parce que c'est une question qu'on se pose également. Donc, là, pour la première traversée, enfin, pour la première boucle, on va dire, pas juste la traversée, la première boucle, qui, comme tu le dis bien, en fait, démarre le port d'attache à Saint-Malo, qui va à New York et qui descend. Alors, après, ça va dépendre des années, on va dire Caraïbes, Amérique centrale de manière générale. Et puis, en fonction des années et des voyages, ça pourrait être un endroit ou un autre, mais puis après revenir chargé de cacao en France. Et donc pour l'aller, on transporte du vin. Pour le retour, on transporte de la masse de cacao principalement et peut-être un peu de café. Et pour la traversée ou pour l'étape New York-Caraïbes, effectivement, ça, c'est un point d'interrogation. Nous, ce qu'on s'est toujours dit, c'est qu'on aimerait mettre à disposition le navire pour des œuvres caritatives, en fait, pour pouvoir faire du transport de matériel à des fins humanitaires. Donc, ça pourrait être peut-être des vêtements, des fournitures scolaires, des générateurs, d'électricité. Voilà, on peut imaginer différentes choses. Mais vu la complexité du projet que l'on a et plus la crise sanitaire qu'il y a eu, on a eu du mal en fait à aboutir sur cette partie-là. Donc pour la première traversée, on n'a pas pu le mettre en œuvre. Donc à l'avenir, par contre, c'est ce qui est prévu. Donc on a déjà pas mal de discussions avec différentes personnes, différents intervenants, différentes ONG. Pour l'instant, rien n'est acté, mais on est en train de réfléchir à ça parce que pour nous aussi, en fait, ça n'a pas trop de sens de voyager à vide. Et économiquement, dans ce sens-là, il n'y a pas forcément un business rentable non plus. Et donc, là, ça prend vraiment tout son sens de pouvoir faire quelque chose à but non lucratif. D'accord. Et puis après, sur les, on va dire les hors-saison, lorsqu'on n'est pas en train de faire les traversées transatlantiques, ce qui d'ailleurs, par rapport à notre taille de navire et du fait qu'on soit à la voile, on ne va pas pouvoir voyager toute l'année. On en avait parlé un petit peu la dernière fois. On va avoir des fenêtres en fait où on va pouvoir le faire. Donc là, l'automne, on est en plein dedans. Là, fin automne même, c'est mieux que début automne parce qu'on est encore dans les zones, dans les situations un peu anticycloniques. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais donc là, en fin d'année, c'est idéal. Et puis après, au printemps aussi, avant mai-juin, quoi. Donc on a à peu près 6 mois où on peut naviguer pas trop bien, enfin plutôt bien, sachant que on met 3 mois à le faire. Donc en fait, ils vont revenir et puis ils vont quasiment repartir. Alors ce ne sera pas le même équipage, mais on va devoir enchaîner assez rapidement. Et le reste du temps, c'est vrai que là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Donc on a déjà prévu de faire un petit peu la tournée des ports en France, notamment durant l'été, puisque ce n'est pas une super période pour naviguer.
en tout cas de manière transatlantique. Donc, aller un peu montrer le navire dans les grands ports de France, partager un petit peu l'expérience, faire monter les gens à bord, peut-être faire des virées, des choses comme ça. Donc, on va dire plus un but de communication, de relations avec nos clients, etc. Donc, ça c'est quelque chose pour faire partager, en fait, tout simplement, raconter notre histoire. Et là, on se dit aussi, pourquoi pas aller chercher potentiellement des matières premières dites secondaires. Donc, par exemple, on va peut-être pouvoir aller chercher des noisettes dans le Piémont en Italie, peut-être des huiles dans la Méditerranée, des choses comme ça. Donc là, on commence déjà à réfléchir à ça, parce qu'effectivement, le cacao représente une grosse partie de nos besoins en production, mais ce n'est pas la seule matière première qu'on utilise. Donc c'est celle qui vient de plus loin, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc tout son sens est là dans l'optimisation écologique, mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que il y a quand même une période d'entretien du navire qu'il faut s'accorder. Ça reste dégréement, etc. Des voiles, il faut quand même. On ne peut pas naviguer tout le temps non plus. Il y a un minimum de temps où il faut s'assurer que tout fonctionne bien, parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire les traversées. Et puis, deuxièmement, c'est aussi au niveau équipage. Donc, quand on navigue comme ça pendant 3 mois, les gars et les filles, parce qu'on a un équipage mixte, ils ont aussi besoin de temps de repos. Donc, on ne peut pas tout le temps les solliciter. Et ce sont des navires qui sont quand même assez particuliers, qui nécessitent des connaissances. Et donc, on ne peut pas mettre n'importe qui à bord non plus. Donc ça va être ça aussi la limite. Alors, à terme, on va former de plus en plus de personnes, et puis on a l'intention d'avoir des rotations. On a aussi l'intention d'avoir d'autres navires. Donc là, on a déjà lancé la conception d'un 2e navire. Donc avoir des roulements comme ça et puis pouvoir aller chercher différentes choses, c'est tout à fait envisageable, mais ça sera dans une 2e étape. D'accord, ok. Ouais, en tout cas, je vois que c'est un sujet que vous avez quand même pas mal exploré. Ouais. Bah oui, évidemment. Forcément. Non, mais c'est sûr que ça ne va pas être facile, hein. Oui, je suis même surpris que vous envisagiez ça, parce que je me doute que l'entretien, c'est forcément un poste hyper important, et ça prend du Alors, temps. on l'envisage, on va dire, de manière théorique pour l'instant. Donc, on verra si c'est réellement faisable ou pas. Mais nous aussi, on se pose cette question. Donc, un navire qui ne bouge pas, ça n'a pas forcément de sens. Alors, économiquement, on l'a prévu pour pouvoir faire 2 traversées. Donc, on s'en sort si on arrive à faire 2 traversées par an. Le reste, ça serait du bonus, autant d'un point de vue économique que d'un point de vue écologique. Donc, si on arrive à le faire, ce serait génial. Donc, nous, on se dit, pourquoi pas. Ne nous imposons pas de limites artificielles, mais dans les faits, on va voir si c'est réellement faisable et si c'est pratique aussi, parce que ça peut parfois engendrer plus de problèmes derrière. Donc, il faut aussi voir un peu l'effet en chaîne de ce que ça peut représenter. Mais sur le principe, ouais, c'est quelque chose qu'on est plutôt ouvert à faire. Mais effectivement, sur une première année, ça faisait sans doute beaucoup, et peut-être un peu ambitieux d'imaginer ça tout de suite, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Le contexte actuel qui ne facilite pas les choses. En plus. Ouais. Donc, déjà, satisfaisons-nous de ce qu'on aura réussi à faire. Arriver à New York, déjà, ce sera une grosse étape. Si ça se passe bien, ce qui semble être le cas, on sera déjà rassuré pour le reste de la boucle. Et une fois qu'ils seront réellement revenus, on pourra vraiment se réjouir de ça. Et puis là, on pourra commencer à se poser les questions de manière plus tangible et non plus juste théorique sur comment est-ce qu'on optimise réellement l'utilisation du navire en dehors des traversées transatlantiques. Très bien. Merci beaucoup, c'est complet. Deuxième question qui est... alors là, un peu large et qui aurait sans doute mérité qu'il y ait un échange en live avec la personne, hein, parce que c'est quand même plus intéressant d'échanger en direct, et on voit là, quand on fait ce genre d'exercice, du coup, la difficulté. Une personne qui avait envie d'en savoir un peu plus sur le modèle économique, qui avait envie Mais je ne sais pas du coup exactement quelle question elle voulait poser ou quel point elle voulait savoir, parce que tu avais quand même déjà donné quelques éléments du modèle économique, à savoir le surcoût d'une tablette, par exemple, etc. Oui. J'imagine que vous avez vu un modèle qui est viable, et puis tu en parles un petit peu déjà en disant qu'avec deux traversées, le modèle économique tient. Voilà, est-ce que tu as un peu plus de précision à nous donner sur ce modèle? Ouais, en fait, c'est ça, c'est que on ne fait pas de l'écologie chez Grain de Sel, on ne fait pas de l'écologie pour faire de l'écologie.
parce qu'on estime que si c'est juste une démarche philosophique, c'est très compliqué en fait de faire basculer l'ensemble de la société. Donc il faut non seulement démontrer qu'on peut avoir un gain écologique, mais aussi de démontrer qu'il y a une pérennité économique dans le système, dans le modèle économique. Et donc c'est mûrement réfléchi chez nous pour justement intégrer ces coûts. Donc ça passe par… alors on peut peut-être se projeter à l'avenir. Aujourd'hui, pour que le modèle économique tienne, ça passe par l'acheminement de matières premières qui proviennent de loin, parce que d'abord, d'un point de vue écologique, le gain va être d'autant plus grand. Deux, il faut que ce soit sur des produits qui soient dits à forte valeur ajoutée, donc que l'on peut transformer derrière et ajouter donc une valeur en plus, ce qui permet de, en quelque sorte, diluer un petit peu le surcoût du transport. Donc si on est sur de la pure matière première, là, les 10 centimes, les 15 centimes, ça peut être rédhibitoire, alors que si on est sur un produit à 2,50, 3 euros, 10 centimes, bon, ça passe, parce qu'on est sur un produit avec une valeur ajoutée qui est plus grande. Et donc c'est vrai que ça, ce sont un petit peu les deux contraintes aujourd'hui. Des produits qui viennent de loin et des produits à forte valeur ajoutée. À terme, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que des produits qui sont plus proches de chez nous, qu'on pourrait quand même aller chercher à la voile et qui auraient quand même un gain écologique mesurable et suffisamment conséquent, et d'autres types de matières ou de denrées ou de produits de manière générale qui ne soient pas forcément que des produits avec une valeur ajoutée assez élevée où on peut plus facilement diluer le coût. Donc ça nécessite que les systèmes d'acheminement à la voile soient assez optimisés pour que justement le coût à l'unité soit relativement faible et presque équivalent à des modes de transport conventionnels, on va dire. Donc c'est vrai que ça, c'est un petit peu les limites à une, on va dire, au déploiement complet avec l'industrie totale. Donc il y en a qui réfléchissent, il y a d'autres entreprises qui ont des projets de gros bateaux, donc des plus de 100 mètres, 140, 150 mètres. Et donc, eux, ils vont pouvoir justement être plus en adéquation économiquement on va dire, au prix à l'unité de transport que des cargos un peu conventionnels. Alors, il y aura toujours un petit peu de surcoût parce qu'on démarre aussi. Donc, la conception des navires, ça va coûter plus cher que les autres, enfin que les cargos conventionnels, etc. Mais eux, ils vont être beaucoup plus proches. Nous, on a un navire qui est quand même plus petit. Et ce qui fait que forcément, au prix à l'unité, au kilo transporté, forcément, c'est plus important. Mais ça fait partie des réflexions qui vont même bien au-delà que Grand Sail. Fort heureusement, on n'est pas les seuls à réfléchir à ça. Et il y a une association donc, qui s'appelle Winship qui organise justement la filière du transport à la voile en France. Et à l'international, c'est une association internationale qui a un volet France. Et donc, nous, on travaille avec eux et ça passe également, j'en parlais vite fait tout à l'heure, mais par la formation des marins aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont formées pour ça aujourd'hui, faire du cargo à la voile. Donc, voilà, il y a toute une filière qui doit se mettre en place. Et une fois qu'il y aura tout ça, là, le modèle économique sera plus pérenne, non plus pour une seule entreprise comme nous, mais pour l'ensemble de la filière et du coup pour tout type de produit. Et là, il y aura vraiment quelque chose à faire. C'est vrai qu'on se pose la question quand même quand on voit un bateau aussi, qui est quand même pas très grand, même si la capacité de stockage n'est pas ridicule, mais par rapport à un cargo de 100 mètres, évidemment, c'est rien, quoi. Non. On se pose la question du poids économique. Comment vous faites pour tenir face à des géants comme ça? C'est ce que j'ai expliqué. C'est un équilibre financier qui présuppose qu'on va chercher des produits de loin, où on s'y retrouve et où on est capable de diluer ce surcoût parce qu'il y a un petit surcoût. Alors, sur le prix d'une tablette, c'est pas énorme. Mais il y a un surcoût, c'est sûr. Et sur d'autres produits, comme je dis, 10-15 centimes, c'est rédhibitoire. Ça marcherait pas, quoi. Donc nous, on peut le faire. Et en plus, on transporte pour nous-mêmes. Mais ouais, voilà, c'est pas forcément facile à faire et il y a plein d'entreprises qui se posent des questions sur ça.
Très bien. Troisième et dernière question, mais pas des moindres, qui est la question du bénéfice environnemental. Ouais. Et c'est vrai que lors de notre premier échange, à moi intuitivement, ça me paraît tellement évident que le voilier est plus bénéfique environnementalement que d'autres solutions de transport comme le cargo qui tourne au pétrole et les avions qui tournent au pétrole également. Mais on n'a pas creusé le sujet et c'est vrai qu'on serait hyper intéressé d'avoir des chiffres, je ne sais pas si tu en as, mais des éléments de comparaison en tout cas qui permettent de se rendre compte de ce qu'on économise en termes de quantité d'énergie. Alors, il y a les émissions de CO2, il y a la pollution de l'air et puis il y a les ressources fossiles qu'il va falloir arrêter d'aller chercher parce qu'à un moment, il n'y en aura plus. Il y a ces trois problématiques-là qui se croisent un petit peu. En quoi le transport à la voile, il agit positivement sur ces paramètres? Ouais, alors c'est effectivement une très bonne question à laquelle on n'a pas forcément toutes les réponses non plus, parce que ça nécessite de pouvoir faire des études d'impact écologique et environnemental qui vont bien au-delà de nos propres compétences, pour être honnête. Mais on a quand même des éléments de réponse. On a eu des personnes qui ont étudié cette question-là justement et qui, en se basant sur un guide méthodologique, donc sur les prestations de transport au niveau de CO2 qui a été édité par l'ADEME, on arrive à avoir des calculs où on va regarder en fait par tonne au kilomètre les impacts CO2 et on va, par rapport à tout ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va, par rapport à cette méthode de calcul, je ne dis pas que c'est la meilleure ou la seule d'ailleurs, mais à un moment donné, il faut accepter une méthodologie et celle-ci nous semble être plutôt pas mal par rapport en plus au sérieux de l'ADEME qui est quand même un des acteurs majeurs dans ce domaine. Et donc nous, on estime avoir un gain pour une tablette qui est liée enfin, pour une tablette très clair, pour une tablette de chocolat, le transport de cacao brut par voilier, pour nous, génère 17 fois moins de CO2. Donc ça, ce sont les calculs qu'on arrive à faire. Donc ça, ce sont des vrais chiffres basés sur une vraie analyse scientifique, sur un guide de calcul édité par l'ADEME, qui prend en compte nos propres trajets et nos propres ressources. Donc, après, voilà, il faudrait comparer trajet par trajet, il faudrait comparer est-ce que le café, enfin, est-ce que le chocolat qui vient d'Afrique, c'est le même impact. Voilà, on peut rentrer dans la granularité vraiment des choses, mais par rapport à si on allait nous-mêmes chercher du cacao au même endroit de manière conventionnelle ou avec notre voilier, on va pouvoir avoir un gain de 17 fois en émissions CO2. Donc c'est quand même non négligeable, mais c'est pas non plus, on va dire, toute la réponse, parce qu'il y a sûrement plein d'autres choses qu'il faudrait prendre en compte. Que, comme j'ai dit, nous hélas, on n'est pas forcément suffisamment compétents pour le faire, et il faudrait, de toute façon, si on le faisait nous-mêmes, je pense qu'on dirait, ouais, bah, évidemment. Donc il faudrait, voilà, une sorte d'avis externe, d'experts externes pour un petit peu certifier ce type de résultats. Et c'est vrai que là, nous, on ne l'a pas encore fait. Ouais, ben, je comprends. Donc là, alors si je comprends bien, ça correspondait au transport. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte l'énergie grise, c'est-à-dire la construction du navire, son entretien et son démantèlement. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est une information partielle, c'est un calcul qui est partiel. Là, on se concentre spécifiquement sur le transport en tant que tel, mais on est d'accord qu'il y a plein d'autres choses autour, que si on voulait avoir une réponse plus précise, il faudrait absolument prendre en compte et comparer ce qui est comparable. Et c'est vrai que là, même en le parlant, en le disant, on se rend compte que ça devient en fait un sujet assez complexe et auquel, pour l'instant, nous, on n'a pas vraiment de bonnes réponses. Ouais. Mais effectivement, c'est un sujet toujours complexe, un peu dès qu'on touche à ces problématiques énergétiques.
on peut quand même imaginer que 17 fois moins de CO2, ça reste sans doute une estimation, mais que ça donne un ordre de grandeur et que du coup, on se rend compte qu'on est quand même sur un facteur multiplicatif qui est assez élevé, quoi. Donc, si c'est pas 17, mais que c'est que 10, par exemple, ce sera toujours énorme comme gain. Donc, ça me paraît intéressant. On sait que les émissions de CO2 sont corrélées. Sachant que, évidemment, si le navire était plus grand, ça serait d'autant plus. Bien sûr, ouais. Ah oui, ce serait décuplé. Donc ça, c'est 17 sur un petit navire comme on a aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on a des navires de 50, 100, 150 mètres, là, on peut commencer à avoir des gains assez considérables. Oui, mais en même temps, un cargo de 100 mètres qui tourne au fioul peut aussi faire une économie d'échelle. C'est vrai. Donc, mais bon, en tout cas, ce serait à regarder. Ouais, c'est vrai. Puis, après, il y a la question de l'énergie grise. C'est pas qu'elle est vite tranchée, mais on sait de toute façon que d'un côté, dans les deux cas, il y a besoin de construire un navire, quoi. Donc en fait, l'énergie grise, elle est présente, qu'on soit à la voile ou pas. Il y a des besoins qui sont pas similaires, mais qui sont sans doute très comparables en termes de construction de navires et de démantèlement. Donc j'imagine que c'est relativement comparable aussi. En tout cas, je comprends bien. C'est déjà bien que l'ADEME se soit penché sur le sujet. Je suis surpris. Je n'aurais pas pensé qu'il y avait déjà eu un travail conséquent qui a été fait là-dessus. En fait, eux, ils nous ont même soutenus initialement. Donc, on a reçu des fonds de leur part. Donc, eux, ils ont justement envie de pouvoir faire partie de cette prochaine génération de transport plus vertueux, plus écologique et à la voile. Et puis après, plus les navires sont grands, plus il y aura sûrement de l'hybridation de méthodes de propulsion, vélique et peut-être autre chose. Mais dans tous les cas, il y a forcément un gain et ça va dans le bon sens, quoi.